Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo, ça va? Salut Conny. Salut Pascal, salut Dan. Et bonjour Hello. chères auditrices et auditeurs et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Voilà, nous sommes les gentilshommes, nous sommes intéressés par les relations amoureuses. C'est bien nous. C'est bien nous. Et au lieu de s'interroger sur le sujet chez nous ou dans des cafés ou tout seul comme des clampins, on a décidé de faire un podcast et d'inviter chaque semaine une femme et de lui poser des questions pour chercher des réponses à nos questions, pour échanger nos points de vue. Enfin voilà, tout ça, ça donne un dialogue très intéressant. Et il y a déjà une centaine d'épisodes. Il y a déjà plus de 100 épisodes disponibles sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, si vous voulez participer à la communication, si vous voulez recevoir l'épisode en exclusivité la veille de sa sortie. Ouais. Moi, Ça vaut le coup. Et Toi, je tu le fais reçois, Toi, tu reçois la l'épisode avant. Je Il est suis fou, hyper ce content. mec. Quoi. C'est génial. Hyper content. Eh bien, écoute, voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu spécial. Hein. On se fait plaisir et nous recevons Alyssa Vence. Bonjour. Bonjour. Salut Alyssa. Qui est auteure et qui sort un livre qui s'appelle À trop aimer chez De Noël. Tout à fait, c'est ça. Eh ben bonjour, qui es-tu ? Bonjour. Donc, je suis Alyssa Avens et effectivement, je viens de sortir un premier roman qui s'appelle À trop aimer, qui sort aux éditions de Noël pour la rentrée littéraire, là. Et donc, qui recoupe vos sujets, puisque ça commence comme une histoire d'amour, comme le titre l'indique. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme qui s'appelle Tristan. Ça commence comme un émerveillement. Elle tombe folle amoureuse. C'est le coup de foudre. Ils se sont trouvés. La vie lui semble beaucoup plus belle et plus douce à ses côtés. Tristan, c'est une sorte d'artiste génial, voilà, qui lui semble complètement hors du commun, différent des autres hommes. Et puis, assez vite, elle se rend compte qu'il est assez torturé. Et donc elle a envie de l'aider, elle se donne corps et âme à cet amour en se disant que l'amour va pouvoir l'aider à aller mieux, l'aider à surmonter ses angoisses, c'est un petit peu ça l'idée. Et petit à petit, en cherchant à l'aider, elle ne se rend pas compte qu'elle va s'habituer à une violence assez insidieuse qui se met en place petit à petit, c'est-à-dire que Tristan est sujet à des crises qui sont d'abord des crises un peu générales d'angoisse et puis qui vont être de plus en plus adressées à elle. Voilà, et elle se laisse prendre à cet engrenage sans se rendre compte qu'elle s'habitue petit à petit à l'inacceptable, à la violence. Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce roman ? Une part d'autobiographie qui est assez importante. Donc on va en parler, mais c'est vrai que j'ai vraiment travaillé à partir d'un matériau autobiographique. Hein. J'avais vécu une histoire assez proche de celle que je raconte dans le roman. Il y a eu un premier geste à partir de ce vécu, c'est que j'ai eu envie d'écrire tout simplement avec une forme d'urgence, de nécessité pour témoigner, disons simplement, pour témoigner, pour trouver les mots justes, pour raconter ce qui s'était passé. Ça, c'était le premier temps. Et puis, assez vite, il y a eu une autre envie en fait conjointe, c'est-à-dire que ça, c'était l'envie un peu politique, c'est-à-dire témoigner, dire j'ai vécu ça, mettre des mots sur les sentiments, les choses que j'avais traversées. Et assez vite, il y a eu en même temps une envie poétique, c'est-à-dire que je voulais pas juste faire un témoignage, je voulais aussi que ce soit un roman. Et donc ça passait par la fiction, c'est-à-dire que j'ai trouvé une forme romanesque. Alors la fiction, c'est compliqué. On peut pas dire qu'il y a une part de réel, une part de fiction. C'est très enchevêtré en fait. Mais en tout cas, il y a eu un vrai travail de construction narrative en fait. C'est-à-dire que je voulais vraiment instaurer un suspense. En fait, raconter l'histoire un peu comme un thriller, comme un film, un livre à suspense, qu'on puisse avoir vraiment envie de tourner les pages, qu'il y ait une tension. Et ça, c'était un vrai travail de pensée romanesque, quoi, de tenir le lecteur en haleine, de lui donner envie de tourner les pages pour savoir où va nous emmener cette histoire. C'est, je trouve, assez réussi puisqu'il y a une vraie envie de tourner les pages et puis il y a le côté poétique, on le ressent beaucoup dans le style. Enfin, le début en tout cas sur la rencontre, la manière dont c'est écrit, c'est très, ça donne très envie. Enfin, pas que de lire. Je veux dire, ça donne envie Enfin, je trouve que c'est une rencontre assez chouette. Quelle est la part
de romance dans cette rencontre par rapport à la rencontre que toi tu as vécue? Bah là, j'ai un peu effectivement, il y a des choses que j'ai romancées. En fait, ça faisait partie d'ailleurs toute cette première partie. Bon, en gros, je peux raconter un petit peu la construction. Ça spoile pas vraiment, mais c'est il y a une partie rencontre, vraiment l'émerveillement, la rencontre amoureuse. Il y a toute la deuxième partie qui est l'aliénation, tout cet engrenage que je décris. Et puis, c'est quand même aussi un livre qui raconte comment on s'en libère, quoi. Ça, c'est pas vraiment un spoil que de le dire. Ça fait partie aussi de ce que je voulais raconter. Et c'était important. C'est aussi quelque chose que je dis parce que c'était très important pour moi que ce soit tourné vers la lumière, quoi. Que ce soit tourné vers une forme d'espoir et que ce soit aussi ça. Donc, indépendamment du livre, tu as vécu ces 3 étapes. La rencontre, l'aliénation, la libération. Ouais. Et comment est-ce que tu peux nous... Qu'est-ce qui t'a inspiré, par exemple, comme fait? Tu peux nous donner quelques exemples de faits que tu aurais vécu dans ta vie et comment, après, tu le traduis en fiction et qu'est-ce que ça t'apporte? Oui. Plein de choses. Après, Pascal, j'ai pas complètement répondu à ta question sur la partie émerveillement. C'est vrai que là, c'est peut-être la partie où il y a le plus de choses fictionnelles. D'une part parce que... D'accord. En fait, c'est une partie que j'ai beaucoup retravaillée parce que... Comment dire? En fait, c'est très difficile de raconter en roman comment on tombe amoureux. C'est une question extrêmement complexe parce qu'en fait, l'amour, ça repose sur des choses parfois infimes, très difficiles à mettre en mots. C'est vraiment... parfois, on est amoureuse sans aucune raison objective. Et il fallait que le lecteur, la lectrice, le lecteur puisse tomber amoureux de Tristan ou au moins comprendre pourquoi l'héroïne tombe amoureuse. Donc, pour ça, il faut donner des éléments un peu comme quand on construit des scènes de film, des éléments un peu forts où là on se dit waouh, quel personnage, alors qu'en vrai dans la vraie vie parfois c'est pas des éléments très très spectaculaires qui vont nous faire tomber amoureux, c'est du ressenti et parfois quand on essaie de justifier il y a pas de raison, c'est juste D'accord, tu veux dire que les éléments qui sont dans le livre sont très romancés et que sur cette partie-là un peu plus, c'est la partie où j'ai pris le plus de liberté avec la réalité, on va dire. La scène de la rencontre par exemple, qui est une très belle scène. Il vient chez toi. Celle-là, elle est assez proche de la réalité, celle-là. C'est une très belle scène. Moi, en la lisant, je me suis dit, bah oui, elle va tomber amoureuse. Ouais. Tu vois, c'est... Elle est assez proche de la réalité, mais un peu, disons que je l'ai rendue un peu plus spectaculaire, quoi. Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de phrases, notamment, tu vois, le fait qu'ils viennent s'installer chez toi au bout de 3 semaines. Pareil, ça, je comprends que ça participe à rendre amoureuse. Et il y a une phrase qui vient au début, hein, donc je ne spoile pas, qui m'a beaucoup marqué, qui je trouvais très symptomatique, c'est « Je me sentais intelligente à ses côtés ». Je pense que c'est... Ça contribue à rendre amoureuse. Complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et dont je voulais parler. Et en fait, il y a beaucoup... le roman, il est construit aussi pour que on puisse un peu se laisser prendre au jeu au début, en se disant « Ah oui, quelle rencontre, quelle force ». Et puis que on se laisse avoir un petit peu avec l'héroïne, quoi. Et puis qu'après ça, on puisse un peu relire ces phrases-là ou y repenser en se disant ah en fait il y avait peut-être une seconde lecture possible. Un peu comme dans une histoire comme ça, on va dire. Toxique, quoi, pour le dire vite. J'aime pas forcément beaucoup ce mot, mais enfin, c'est quand même un petit peu ça qui se met en place. C'est vraiment ça. C'est une histoire, en fait, c'est une histoire d'emprise. C'est comme ça que je le raconte plutôt. Et dans une histoire d'emprise comme ça, les signaux pourraient être là au début, mais on s'en rend pas compte, quoi. En fait, quand on relit l'histoire a posteriori, on peut se dire, oui, là. Donc, sur une phrase comme ça, je me sentais intelligente à ses côtés. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et, en même temps, c'est quelque chose, qui est assez caractéristique finalement des personnes manipulatrices, c'est-à-dire qu'en fait, les gens manipulateurs sont souvent extrêmement intelligents et ont le don de vous comprendre très bien et de cerner en vous des choses extrêmement précises qui vont après ça pouvoir se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'après ça, ils vont être capables d'appuyer exactement là où ça fait mal, quoi. Et de dire des choses aussi très justes dans leur analyse de vous-même. Et c'est ça qui brouille un petit peu les pistes et qui fait que on a du mal aussi à partir. C'est que le discours tenu en face peut être extrêmement intelligent. Et du coup, là, par exemple, quand tu te sens très intelligente, comment ça se retourne, ça? Ça, c'est très progressif, mais c'est-à-dire que... Après, dans la partie vraiment de l'engrenage, de l'aliénation,
il y a différents moments où par exemple, si je prends un exemple très précis, il y a un mécanisme que je raconte dans le roman et qui est un mécanisme assez fréquent dans les relations d'emprise, c'est l'isolement par rapport aux proches. Mais ça, c'est extrêmement subtil en fait dans les relations de ce type. C'est-à-dire que c'est pas la personne avec qui vous vivez et qui est manipulatrice qui va vous dire c'est tous des cons, coupe les poings avec eux. C'est beaucoup plus insidieux que ça et beaucoup plus malin. C'est-à-dire que souvent la personne manipulatrice va pointer du doigt des choses qui sont réelles chez les gens de votre entourage, des défauts qui sont réels. Et c'est ça qui est extrêmement troublant. C'est qu'en fait, c'est la finesse de l'analyse. C'est qu'il s'agit pas juste de dire, je sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, si la personne avec qui vous vivez vous dit, ta meilleure amie, c'est une conne, coupe les poings avec elle, évidemment, vous allez lui dire, bah non, c'est ma meilleure amie, elle est super, t'as rien compris. Alors que s'il pointe du doigt des choses finalement vraies, qui sont les défauts, en fait, de votre meilleure amie, parce qu'on en a tous, et qu'il le fait de façon intelligente, fine, analysée, etc., c'est là que ça peut devenir... c'est ça qui est pervers, en fait. Tu veux dire que ça amène à ce que la personne coupe les ponts d'elle-même. Exactement, c'est ça. En disant, tu as raison, ces défauts ne sont pas dignes de moi, il faut que je m'éloigne de ça. Tout à fait. C'est le principe de la manipulation. C'est tout, on intériorise, en fait, le discours de l'autre. Et c'est ça. Et ça, comment tu l'as mis en roman ? Ça, je le raconte. Je le raconte de façon factuelle, c'est-à-dire comment... quand même, la narratrice coupe peu à peu les ponts avec son entourage. Et je le raconte aussi, j'essaie de le raconter aussi dans la façon d'écrire. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, ça vire au monologue intérieur, quoi. C'est le ressassement, on s'isole, on est dans sa tête et c'est des phrases et on oublie le monde extérieur. Et c'est ça. En fait, la violence, elle vient de ça. Elle vient de cet oubli du monde extérieur. Et donc ça, c'est des choses que tu as vécues aussi ? Ouais, ça, c'est des choses que j'ai vécues. Oui. D'accord. C'est des choses que j'ai vécues. Donc, en fait, la violence que je raconte, qui se met en place de façon progressive, je voulais la raconter sous cette forme. Je voulais la raconter parce que, comme je l'avais vécu, j'avais le sentiment que ça me donnait une forme de légitimité, en fait, tout simplement pour en parler. Il y a des films qui existent sur ces questions, il y a des livres, il y a plein de choses, il y a plein d'enquêtes, il y a plein d'œuvres et de documents formidables. Moi, c'est vrai que j'avais vécu ça, donc j'avais vraiment envie de raconter de l'intérieur, quoi, vraiment du point de vue de la femme qui reste. C'est la femme qui reste, et ça dure longtemps. Et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, presque 5 ans. Et comment ça peut être aussi long, et comment on peut pendant aussi longtemps ne pas s'en rendre compte, alors que c'est pas du tout... En fait, c'est ni une question d'éducation, ni vraiment une question de confiance en soi, en fait. Ça, c'est important. C'est-à-dire que souvent, on entend des choses sur, les femmes qui restent. Enfin, je dis les femmes parce que c'est souvent dans ce sens-là, mais c'est pas seulement ça, hein, c'est aussi parfois dans l'autre sens. Mais enfin, on entend souvent des discours comme les femmes qui restent, c'est parce que elles ont eu des mauvais traitements dans leur enfance ou qu'elles manquent de confiance en elles. Moi, c'était pas le cas du tout. J'ai eu une enfance super heureuse. J'ai toujours... Non, mais voilà, j'avais vraiment... Alors, c'est ce qui fait aussi peut-être que j'ai réussi à surmonter ça, mais en tout cas, j'avais pas vraiment un profil... de fragilité psychologique, et pourtant je suis restée, pour plein de raisons que j'essaie d'analyser, de décrypter un peu dans ce roman. Tu sais, justement. Pardon. Oui, bien, allons-y. Allons-y, quelles sont ces raisons ? Enfin, tu sais, du coup, tu as réussi à mettre un point dessus et à dire, quelles sont les raisons T'es resté combien de temps, juste pour pas loin de 5 ans, quand même. Oui, d'accord. Pas loin de 5 ans, si on compte vraiment, disons, les mois de rupture qui ont été très longs. C'était une rupture très longue à rebondissement. J'ai du mal à partir vraiment, quoi. Donc, on va dire 5 ans, dont 6 mois de rupture, quoi. Et donc c'est quand même long, quoi. Et dans les mécanismes qui font que je suis restée, il y a différentes choses. Il y a d'une part, en fait, le gros mécanisme, c'est quand même, disons, la culpabilité, hein, pour le dire rapidement. La culpabilité, et cette culpabilité, elle est très liée à, disons, une forme d'aveuglement sur sa propre souffrance. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je ne voyais que la souffrance de l'autre, sous mon toit, chez moi. J'étais dans une forme d'empathie perpétuelle pour la personne avec laquelle je vivais, et je me disais, cet homme va mal, et il faut que je l'aide. Donc sa souffrance prenait beaucoup de place dans votre couple. Exactement. Il faisait en sorte qu'elle prenne toute la place, en fait, c'est ça ? Et tu t'es oubliée. Et je me suis oubliée parce que je voyais plus ma souffrance à moi, quoi. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler rapidement le syndrome de l'infirmière. C'est je vais rester pour l'aider. Ce qui est un truc assez, je pense,
qui mérite d'être interrogé d'un point de vue culturel, à mon avis, sur les rôles hommes-femmes, sur la façon dont on se perçoit comme femme. Moi, j'avais un peu cette image de l'infirmière qui va être au chevet du grand blessé de la guerre de 14 du 21e siècle, mais c'était un petit peu ça l'image. Tu avais une vision presque romantique. Oui. Ouais, et je pense que dans le romantisme tel qu'on le perçoit et tel qu'il conditionne un peu la vision de la femme, quoi, pour le dire rapidement, il y a une part quand même peut-être pas de masochisme, mais en tout cas de souffrance un peu inhérente à ça, quoi. C'est-à-dire que en tout cas une part une conception un peu sacrificielle de la femme, quoi. C'est-à-dire que c'est pas grave si elle s'oublie parce que c'est pour le bien de que je l'aide. Bah oui, c'est ça. Et il y avait un petit peu ce côté-là, et je pense que dans tout ce qu'on interroge aujourd'hui sur les féminicides, sur les violences faites aux femmes, il y a cette chose-là qui est intéressante et qui en dit long quand même sur des schémas ancestraux qui en fait imprègnent beaucoup notre imaginaire collectif. Voilà, la femme reste parce que il faut qu'elle l'aide à aller mieux. Elle va l'emmener chez le médecin, l'aider, etc. C'est voilà le syndrome de l'infirmière, quoi. Et cette chose-là qui en fait, si on réfléchit un peu d'un point de vue culturel, mythologique, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Les femmes qui sont là pour aider les hommes, pour les aider à aller mieux, voilà, j'essaye d'élargir un peu ça, d'apporter un peu cette réflexion dans le livre sur ce qui vraiment motive les femmes dans le fait de rester. Et je crois que l'aveuglement sur sa propre souffrance est très très grand. Et le fait que la souffrance de l'homme prenne vraiment tout le pas, comme dans les mythes, ça va être Ariane qui va donner une pelote de fil pour aider Thésée à s'échapper du labyrinthe. Bon, on retrouve souvent des femmes qui aident les hommes. Et donc moi, dans mon cheminement, c'est vrai que le fait que je reste, c'est que en fait, je me disais, il va mal, j'arrivais même pas à me dire, il me fait du mal. C'était, il va mal, il va tellement mal, je peux quand même pas partir, je peux pas le laisser dans cet état. Tout ça étant souvent alimenté par des formes de chantage au suicide de la part de l'homme avec qui j'étais, quoi. C'est-à-dire, si tu pars, je vais crever, ou le pendant, mais qui était la même chose, mais vas-y, pars, laisse-moi crever. Les grandes scènes tragiques comme ça. Comment tu gères ça, un chantage au suicide disons que, encore une fois, c'est souvent assez progressif et assez subtil. C'est-à-dire que je pense que si on m'avait dit, si tu pars, je me suiciderais, de façon comme ça très rationnelle, bon, je me serais dit, il exagère, quand même, chantage au suicide. Donc, il n'a pas utilisé ce mot-là, il a dit Non, c'était, de toute façon, je vais crever, quoi. En gros, c'était plutôt des espèces de menaces de suicide un peu quotidienne, en tout cas très fréquente, quoi. Et c'était ce flou lexical. Ce que je veux dire, c'est que si, comme tu dis, s'il avait vraiment utilisé une menace frontale, tu n'y aurais pas cru, alors que justement, en utilisant ce champ lexical un peu vague, en disant je vais crever, machin et tout, ouais, ça participe d'une manière. Il y a la question du champ lexical, et il y a la question du contexte dans lequel ça intervient. C'est-à-dire que un chantage au suicide, en fait, c'est rarement un contexte rationnel. C'est-à-dire que si ça avait été formulé dans un contexte rationnel, bon, si tu pars, je me suicide. Là, je pense que je me serais dit, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Mais comme c'est formulé souvent, dans mon expérience, en tout cas, c'était formulé dans des contextes de crise. Disons que la notion de crise en elle-même était, dans ma façon de recevoir les choses, assez pernicieuse, puisque en fait, comment dire, la notion même de crise contient une forme d'excuse. C'est-à-dire qu'on se dit, mais il est en crise. Bon, c'est une crise, ça va passer. C'est une crise. Il est en crise. En plus, ça se mélange avec la notion de crise d'angoisse, donc on se rend pas forcément compte que c'est adressé. Tu te dis, je vais rester pour que ça passe, ou parce que... Pour l'aider, oui, c'est ça. Il est en crise, il va mal, il faut l'aider à surmonter ses crises. Et puis, en fait, on se rend pas compte petit à petit que c'est pas des crises, c'est la norme. C'est son comportement. C'est ça, en fait. C'est un petit peu ça que j'écris dans le roman. C'est comment quelque chose qui, au départ, apparaît comme une crise exceptionnelle. Dans la notion de crise, il y a l'exception. Donc, au début, on se dit, c'est une crise. Et ça, je pense aussi que dans tous les cas de violence... de violence conjugale, de violence dans le couple, la notion de crise est terrible, parce que dire il fait une crise, c'est excuser, c'est dire c'est une exception. Il est en crise, donc en temps normal, c'est un homme génial. Alors qu'en fait, si la crise a lieu plusieurs fois par jour, ou tous les jours, pendant des années, voilà, c'est quand même qu'il y a un problème, c'est que c'est pas une crise, ça s'appelle un comportement durable. Et du coup, comment t'en es sortie de cette relation? Alors, je m'en suis sortie
Alors moi quand même dans mon histoire il y a eu quelque chose de déterminant qui a été l'appel au 3919 qui est le numéro des violences faites aux femmes que je raconte dans le roman qui est une scène dans la narration qui est aussi un déclic mais ça a été un déclic aussi dans ma vie qui a été un déclic parce qu'en fait dans un engrenage comme ça qui était un engrenage, parce que là je suis pas rentrée vraiment dans les détails, mais en gros, pour le dire de façon un peu clinique, c'était des violences verbales importantes, de la violence psychologique, et bon, alors après, quand j'ai rencontré des associations autour des violences faites aux femmes, etc., on m'a dit il y avait aussi une part de violence physique dans la mesure où ils cassaient des objets. C'était pas des violences physiques adressées parce que j'ai jamais été frappée, mais en revanche, ils cassaient des objets souvent dans l'appartement, ils tapaient des choses. Bon, et ça, c'est aussi considéré comme une forme de violence physique dans la mesure où c'est de l'intimidation en fait. Hein, claquer des portes, faire du bruit, casser des choses, c'est de l'intimidation puisque le message, le sous-entendu, c'est je casse ça, je pourrais te casser toi. C'est le message qu'on intègre immédiatement dans l'inconscient, quoi. Donc ça, c'était la réalité de ce que j'ai vécu. Oui. Ces 3 violences-là. Ouais. L'appel. Et donc l'appel, pour moi, il a été vraiment salutaire, quoi. Donc s'il y a des gens qui raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé qu'il y a eu une crise plus forte que les autres. Enfin, plus forte que les autres. En tout cas, pour une raison qui était liée à mon parcours, à différentes choses. J'ai eu une sorte d'accès de lucidité un soir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Il y a une espèce de pensée qui m'a traversé l'esprit et qui était une espèce En fait, j'étais enfermée dans les toilettes avec le verrou tiré. Parce que c'était la seule pièce qui fermait à clé dans l'appartement. Et donc j'attendais qu'il arrête de hurler. Et tout à coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une espèce de prise de conscience, quoi. Alors que c'était une situation qui s'était déjà produite souvent. Mais jusqu'ici, les pensées que j'avais, c'était, on va attendre que ça passe, il va se calmer. Et là, c'était juste, mais qu'est-ce... Un film de science-fiction, quoi. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est ça qui m'a traversé l'esprit. Donc il y a eu une sorte de déclic que j'explique pas vraiment, qui était lié à la fois à la violence de ce qui se passait, et puis aussi parce que en fait j'avais quand même commencé en fait j'étais quand même déjà dans un cheminement un peu j'avais commencé à me dire il faut que ça s'arrête, quoi. J'arrivais pas tout à fait, mais donc là il y a eu cette espèce de moment de révélation, voilà. Et donc, dans le livre, ce passage-là. Ouais, je raconte ça dans le roman. Et le lendemain, j'ai appelé, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je vis une situation d'une grande violence, quoi. Enfin, on peut pas être enfermé dans des toilettes à entendre salope, connasse, des mots comme ça autour. Donc t'as quand même eu le problème dans les toilettes. La nuit de réflexion, et le lendemain, t'étais encore suffisamment déterminée pour te dire, allez, j'appelle, quoi. Ouais, le lendemain, j'ai appelé le numéro, et là, je suis tombée sur une femme formidable. En fait, je pense que les femmes qui n'appellent pas, enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas parce que ça m'avait déjà traversé un peu l'esprit, puis je me disais, bon, quand même pas, c'est pas si violent que ça. Bon, j'avais toujours des bonnes excuses pour ne pas le faire. Et je pense que quand on n'appelle pas, c'est parce qu'on a très peur de ce qu'on va entendre, on a très peur de la personne sur qui on va tomber, et on a très peur d'être jugé. On a très peur, et quand je dis être jugé, évidemment, je me doutais bien que j'allais pas tomber sur une femme qui allait me dire vous êtes vraiment conne d'être avec un mec aussi horrible. Mais j'avais peur qu'on me dise ce type est un connard, quelque chose comme ça, ou quelque chose d'assez violent sur l'homme. Et ça, en fait, c'est un discours qu'on m'avait déjà tenu, évidemment, mon entourage, je veux dire, et qui, en fait, ne fonctionne pas dans des relations violentes, des relations d'emprise, parce que quand on entend ça, on se braque. Quelqu'un, si votre ami va vous dire non mais franchement tu devrais le quitter, en fait c'est le pire truc à dire si on a un ou une amie pris dans une spirale comme ça violente. Il faut surtout pas y aller frontalement comme ça, sinon la personne se braque et va au contraire le défendre, dire mais non, il fait ce qu'il peut, c'est difficile mais il souffre, ça va mal, et puis il a eu une enfance difficile, et puis ceci cela, lui trouver des excuses, parce que c'est toujours ça, hein, le mécanisme, c'est qu'on trouve toujours des excuses à l'autre. Donc, voilà, s'entendre dire que la personne avec qui on vit est une mauvaise personne, c'est vraiment
c'est vraiment contre-productif, quoi, parce qu'on se braque. Elle te Et donc, raconte, alors. moi, j'avais très peur d'entendre ça. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que cette femme à qui vraiment je suis vraiment Redevable. très reconnaissante et dont j'ignorerai toujours l'identité. Cette femme que j'ai eue au téléphone très longuement, je pense au moins 2 heures, m'a dit en fait, n'a pas du tout parlé de lui. C'était pas du tout lui l'objet, c'était moi. Et c'est ça qui était très très fort. C'est qu'en fait, elle m'a pas du tout dit vous êtes avec quelqu'un qui est mauvais, qui vous fait du mal et tout. Elle m'a dit est-ce que vous avez à être le réceptacle de cette violence? Elle m'a dit ok, lui. Parce que moi, bon, je commençais en disant voilà, ça va pas, je vis ceci, cela. Mais lui, vous comprenez, il a eu une enfance difficile, il est ceci, cela, il va mal, je sais pas quoi faire. Bon. Et elle a pas du tout, elle va vraiment recentrer sur moi. Elle m'a dit est-ce que vous avez à être le réceptacle de cette violence qui est la sienne et qui déborde? Voilà. Et ça a été vraiment salutaire pour moi. C'est-à-dire que d'entendre que tout à coup, la question c'est moi, et c'est pas lui, et c'est même pas la relation, c'est juste moi. Qu'est-ce que moi, dans ma vie, j'accepte ou je n'accepte pas? Eh ben ça a été salutaire. Et je pense que c'est vraiment ça la question qu'on doit se poser quand on est dans une relation violente. Hein. C'est-à-dire, et en fait, c'est ça qui est très pervers et c'est la question qu'on a tant de mal à se poser à soi. Et c'est ça qui faisait que moi j'étais aveuglée, c'est qu'en fait, ça faisait 5 ans que je me disais, c'était lui d'abord, c'est lui, il va mal, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je cherchais à comprendre pourquoi il va mal, pourquoi. Donc je reste parce que je vais l'aider, parce qu'il est torturé, parce qu'il va mal et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive à se dire que non, en fait, oui, ok, peut-être qu'on peut expliquer son comportement, mais on peut l'expliquer, mais on peut pas l'excuser. C'est pas la même chose. Expliquer et excuser, c'est pas la même chose. Donc, même si on explique, même si il a eu une enfance malheureuse, même s'il y a plein de choses qui vont pas, eh ben, ça n'excuse pas et surtout, ça ne justifie pas que je reste. Et la question, c'est moi. Qu'est-ce que moi j'accepte ou qu'est-ce que je n'accepte pas? Est-ce que je vais passer ma vie à m'enfermer dans les toilettes en entendant vaguement des insultes au loin? Ben non. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi, la démarche, quoi. Et le livre raconte ça. Le livre raconte un émerveillement d'abord et puis un oubli de soi très progressif, très insidieux. On s'oublie tout à coup, enfin non, pas tout à coup d'ailleurs, de façon très très progressive. On s'oublie, on renonce à soi. Et puis comment on va se reconquérir. C'est ça la démarche, quoi. Comment on va se reconquérir suite à ça. Justement, se reconquérir. Donc j'ai bien compris qu'on ne parle plus du livre maintenant parce que c'est la fin et qu'il faut pas spoiler. Parlons que de toi alors. Comment tu t'es reconquise? Parce qu'on imagine que après 5 ans et tout, c'est pas, enfin, le coup de téléphone, ça doit être un déclencheur, mais j'imagine qu'il y a quand même un énorme. Après, il y a un parcours, il y a un travail, bien sûr. Il y a un travail. T'es parti, t'as déménagé Ouais, j'ai déménagé. Dans son dos ou Non, il était au courant. Oui, il était au courant. C'est pour ça aussi que ça a été assez long, parce qu'effectivement, on habitait ensemble, etc. Donc, le temps que je vide toutes mes affaires, que je trouve un logement, etc. Bon, c'était un peu. C'est ça qui a fait aussi que la rupture a été un peu longue. C'est des questions matérielles. Après, moi, j'avais la chance de pas avoir d'enfants avec lui. Il y a quand même beaucoup de femmes et d'hommes, hein, quand c'est dans l'autre sens, même si c'est plus rare. Beaucoup de personnes qui sont dans des relations nocives et qui en plus ont des enfants. Donc ça, voilà, heureusement, moi, j'avais pas d'enfants avec cet homme. Dans tous ces mois où tu pars, là, où tu vivais encore, t'es quand même sacrément déterminé parce que tu replonges pas. Ben, je replonge pas. Disons que je suis déterminée. Après, bon, on était ensemble, on n'était pas ensemble. C'était quand même difficile, quoi. J'avais encore toutes mes affaires à l'appartement, donc on se voyait beaucoup. Enfin bon, c'était une zone trouble un peu de ma vie. Est-ce que ce moment-là où tu as eu donc cette espèce de flash dans les toilettes, après, est-ce que pour toi c'était plié? C'est-à-dire que tu savais dans ta tête que c'était mort et que tu allais passer à autre chose? Ou est-ce que en fait cette reconquête de soi dont tu parles, est-ce qu'elle est passée par une période de déconstruction du mythe finalement qu'il avait réussi à construire lui? Et du coup, en fait, tu as dû comprendre pièce par pièce que ça, c'était... Enfin, voilà, que tout était en fait une espèce d'histoire et que il fallait que tu... voilà, que... Enfin, en tout cas, est-ce que cette reconquête, elle a mis du temps dans ta tête? Et pas juste physiquement, voilà, t'as mis du temps pour te séparer, sûr, ça c'est sûr, mais... Bien sûr, c'est long dans ma tête aussi, mais... En fait, c'est long et c'est pas si long que ça. En fait, c'est curieux. C'est un rapport au temps un peu brouillé même de cette période. Je me souviens pas forcément très bien. Mais c'était...
C'est une série de choses, de rencontres, de choses artistiques aussi. C'est l'écriture aussi quand même beaucoup de ce texte. Mais l'écriture, c'est venu plus tard, non ? Non, c'est venu assez vite après en fait. C'est venu assez vite après sous une première forme. Mais déjà quand vous étiez encore non, sous le toit, on était vraiment séparés. Non, on n'était plus sous le même toit. Mais enfin, je commençais à prendre beaucoup de notes. Il y avait quand même déjà cette démarche un peu de quoi, de psychanalyse par l'écriture? Non, c'était pas une psychanalyse par l'écriture. Catharsis. Ouais, catharsis, c'est un terme que j'aime déjà plus parce que psychanalyse, c'est vraiment de soi à soi, alors que moi, ça a été tout de suite un mouvement vers l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire au départ, c'était tout de suite pensé dans une forme adressée. C'était tout de suite pour que ça existe pour d'autres, pour que d'autres le lisent. Donc, en ça, pour moi, c'était pas une psychanalyse, quoi. La psychanalyse, bon, bah voilà. C'était pour qui? À qui tu l'as adressé au départ? Au départ, c'était presque. On parle de témoignages pour des femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu, mais le terme me semble juste dans la mesure où moi, en fait, au départ, j'écrivais presque pour me dire, c'était presque juridique, quoi. C'était presque si j'avais à raconter ça dans un procès, il faudrait pas que j'oublie. Il y avait un peu cette idée-là, et donc très factuel alors peut-être. Bah, c'était factuel et ça l'était pas parce qu'en même temps, très vite, ça a été aussi. En fait, c'était une écriture quand même très personnelle et très, j'allais dire poétique. Enfin, un peu. C'est-à-dire que c'était comme un long poème qui était en même temps un témoignage, quoi. C'était un petit peu ça, la première matière. Mais les premiers écrits étaient un peu dans cette idée qu'il fallait donner une forme de réalité à mes souvenirs. Je sais pas si je suis claire, c'est-à-dire que en fait dans des relations comme ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez partagé pour des personnes qui sont sous emprise, pour le dire rapidement. C'est qu'on a tendance à douter un peu de sa propre raison, à douter un peu à se dire au bout d'un moment, en fait, c'est peut-être moi qui suis fou. Ouais. En fait, je crois que les personnes manipulatrices ont aussi le don de vous faire passer un peu pour fou, pour folle, quoi. C'est ce qui était d'ailleurs un discours que j'entendais, quoi. C'était folle, c'est toi la folle. Et ça, d'ailleurs, je crois qu'en psychiatrie, les Américains ont un terme pour ça. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu étudié, quoi, dans l'analyse de ces fonctionnements d'emprise. C'est comment tout à coup la folie de la personne qui a comme ça des accès violents va chercher en fait à se transférer sur l'autre, à se déplacer, et donc on va accuser l'autre de ce qu'on est, c'est-à-dire en gros d'être fou, quoi. C'est les accès de folie de la personne vont se justifier en disant mais en fait non, c'est toi qui es folle. Donc au bout d'un moment, moi j'étais un peu aussi dans ce doute et je me disais un petit peu bon bah est-ce que c'est pas moi qui exagère? Est-ce que c'est pas moi qui suis un peu voilà. Donc en fait l'écriture a été c'était une façon de rendre ça réel et de me dire non, en fait ça je l'ai vécu, c'est vrai, ça existe. Ça c'était la première étape, et après ça, dans un second temps, j'ai pu m'autoriser la fiction, j'ai pu m'autoriser une forme romanesque, voilà, retravailler le suspense, comme je le disais au début de l'émission, le côté thriller, la tension narrative, être vraiment dans cette démarche-là qui est une démarche de narratrice, une démarche de fiction. Mais dans un premier temps, c'était vraiment rendre ça réel. Pourquoi c'était si important d'écrire après? À part est-ce qu'il y a enfin, je veux dire, pour aller au-delà de rendre les faits, quoi. Bah, c'était important, pour plein de raisons. Pour moi, c'était important que ce livre existe pour retracer ce cheminement de l'intérieur, quoi. Encore une fois, c'est que il y a des œuvres formidables qui existent sur des violences. Il y a des films. Il y a ce film formidable de Xavier Legrand, Jusqu'à la garde. Il y a plein d'œuvres extraordinaires qui existent sur ces questions. Mais de le retracer de l'intérieur, je me sentais un peu investie d'une forme, je sais pas, mission, c'est peut-être un peu pompeux comme mot, mais en tout cas, je me sentais un peu, je me disais, il faut quand même que je raconte ça pour que des femmes, des hommes puissent me lire et qu'on essaye d'avoir un petit effet sur le monde, quoi. C'était un petit peu ça quand même l'idée. Et à quel moment tu vas te réouvrir à des relations amoureuses? Oh bah c'est vite. Ouais. Ça n'a pas été un problème du tout, bizarrement. Ah oui.
Non, parce que en fait, j'ai jamais été. D'ailleurs, c'est très important pour moi que le livre s'adresse à des femmes comme à des hommes. J'ai jamais été dans une défiance ou une haine du masculin. J'ai tout de suite. Enfin, c'était vraiment une personne, quoi. C'était une personne et une relation. C'était pas du tout. J'ai jamais étendu ça au masculin, quoi. Et je sais que ça existe dans les deux sens. Et le livre, c'est très important pour moi qu'il s'adresse aux deux sexes, que ce soit. Et donc moi, pour répondre à la question. Alors après, c'est vraiment mon cas personnel. Hein. Je sais qu'il y a aussi des traumatismes qui peuvent générer une difficulté bien sûr. Hein. Mais moi, au contraire, ça m'a sauvé de revoir des hommes, quoi. C'était au contraire une façon de se réconcilier avec l'altérité, avec les hommes. Enfin bon, j'y vais sinon. Et avec l'expérience que tu as eue, tu devais avoir des indicateurs quand même pour savoir si c'est sûr que ça m'a rendu très quand même très perspicace, je sais pas comment il faut le dire. En tout cas, c'est pas le terme que j'ai réussi à déceler les formes de. Oui, voilà. Mais alors là, j'ai envie de dire, quel que soit en fait le type de relation, c'est pas forcément parce que les relations d'emprise, elles existent aussi dans le contexte professionnel, elles existent aussi dans le contexte amical. Donc effectivement, là-dessus, je suis très vite. Bon, là, si ça commence à pas aller, mais tu peux nous donner. Moi, j'ai eu des contextes professionnels où là, par exemple, j'ai mis fin assez vite à des relations après en me disant, j'ai pas envie de me laisser emmerder, quoi. Si je commençais à ressentir un peu d'intimidation de la part de quelqu'un qui me proposait des choses. Des relations amoureuses, c'est quoi quand t'as rencontré des mecs, qu'est-ce qui t'a fait dire, c'est ton point de vue à toi, hein, ça non, lui, c'est sûr, je vais replonger. Mais en fait, j'ai pas tellement rencontré d'hommes comme ça. Même pas du tout, en fait. J'ai rencontré que des mecs super après. Ah, d'accord, génial. En fait, tu as réussi à les éviter avant même de les rencontrer, quoi. D'accord, tant mieux. Les hommes sont beaux. J'étais pleine d'amour et ça n'a pas changé. Et je pense que, enfin voilà, après. Ouais, aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça ? Après, là, moi, j'ai complètement changé de vie. Hein. Là, j'ai un amoureux formidable, j'ai un petit garçon formidable, donc je suis entourée d'hommes formidables. D'accord, félicitations. Donc voilà. Très bien. Ok, Dan, tu as une dernière question ? J'ai plein de questions, mais en vrai, on a déjà fait le tour du bouquin. C'est vrai que ça a l'air passionnant. Je l'ai pas encore lu. Hein. C'est vrai, je l'ai déjà dit. Mais ce qui m'intéresse juste pour finir, c'est bon. Après, on repart peut-être parce qu'on a fini sur une note positive, donc c'était bien. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment de savoir comment t'as vécu une expérience qui était hyper difficile, qui était probablement les pires années de ta vie. Et pourtant, pour écrire un bouquin. Enfin, voilà, tu l'as fait et tu sais que c'est un projet qu'il faut porter. Et du coup, c'est un peu comme si tu portais aussi cette histoire avec toi. Est-ce que tu n'avais pas à un moment envie de te dire aussi, c'est bon, cette histoire, elle est derrière moi, c'est bon, j'ai plus envie d'en entendre parler. J'ai justement envie de passer à autre chose. C'est une quand même eu la force de... En fait, c'est une très bonne question, mais en fait... C'est bon, le podcast c'est terminé, c'est pour ça qu'on la met à la fin. Non, en fait, au contraire, c'est une forme de victoire, quoi. C'est une transformation, en fait, de l'histoire. C'est-à-dire que là, c'est pas, bon, là, je vous raconte mon histoire. Que du négatif, c'est pas l'histoire en elle-même que je porte, c'est ce qu'elle est devenue dans mon écriture. Et ça, j'en ai fait une force, en fait. Parce que c'est un roman qui s'appelle À trop aimer, qui est aux éditions de Noël, que j'ai rencontré des éditrices formidables qui me portent, une équipe formidable qui me porte, donc je suis très entourée. Et puis c'est un roman, et c'est devenu, en fait, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous sembler étrange, mais c'est un peu comme si ma réalité était elle-même devenue une fiction. Et d'une certaine façon, elle a pris sens aussi comme cela. C'est que tout à coup, c'est une expérience qui a été difficile, mais bon, après, les expériences difficiles, elles arrivent, elles existent, elles peuvent prendre plein de formes. Il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des accidents graves, il y a des gens qui ont plein de choses très dures qui traversent. Et bon, après ça, comment on rebondit, qu'est-ce qu'on en fait et moi, je suis très heureuse d'en avoir fait un roman. Une fiction, une œuvre qui existe, où il y a beaucoup de moi, mais où il y a aussi beaucoup de plaisir à raconter l'histoire, parce que moi j'adore raconter les histoires, j'ai une formation de scénariste au départ, donc c'était aussi ça, l'idée, c'était comment
voilà, comment j'en fais une histoire, comment je prends du plaisir à raconter aussi, à jouer avec les nerfs de mon lecteur, à en faire vraiment une fiction, une narration, un suspense, bon, tout ça. Et donc tout ça fait que c'est un roman et j'ai beaucoup de plaisir à le porter. Tu t'es découverte une vocation là, le fait d'être romancière maintenant? Oui, en plus ça a été une vraie révélation dans mon parcours personnel. Il y aura d'autres romans. Il y aura d'autres romans. Ça a été aussi une forme de révélation dans mon parcours professionnel, parce qu'en fait avant j'écrivais plus pour le cinéma, puis je me suis rendu compte que ce que je préférais c'était la littérature, donc c'était aussi une sorte de révélation voilà, dans mon rapport à l'écriture. Voilà, donc c'est une expérience très positive pour moi, et donc ça, un peu paradoxalement, ça a aussi transformé l'expérience malheureuse et horrible, en quelque chose de positif. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Alissa, je propose qu'on rappelle le numéro des violences faites aux femmes dont tu as parlé pendant l'épisode. 3919. 3919, voilà, ce rappel est effectué. Merci les gars pour cet épisode. Merci toi. Merci Mitch. Toujours fidèle au poste. Merci Cynthia. Je rappelle le titre du roman de Alissa qui se trouve aux éditions de Noël. Le titre c'est À trop aimer. Très jolie couverture rouge qu'on doit facilement repérer, j'imagine, à la Fnac. J'espère. Alissa Vence. Très chouette roman qu'on vous conseille de lire évidemment. Même si voilà. on connaît pas la fin. Ah ben non, mais surtout on connaît pas la fin, mais on connaît un peu la fin, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, merci à tous de nous suivre. J'ai remercié tout le monde. Je remercie le studio Restless qui nous héberge. Donc merci Pierre et Berzou pour votre accueil, et on se retrouve bientôt sur Instagram, sur Facebook, sur lesgentilhommes.fr ou sur Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. Voilà, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.